Et yo, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien, les cracks. Les quacks. Là, c'est pas les cracks. quacks. Là, c'est quacks parce que c'est quoi d'autre? Les quoi? Ça va, les quoi? Salut, Sab. Hello. Well. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dominicale qui s'intitule Quoi d'autre? Le petit retour qu'on fait chaque semaine avec Gaël Canyon. Kevin Razy. Exactement, pour revenir Avec sur... les Razicanians, du coup. Avec les Razicanians, voilà, ça c'est notre surnom. Pour revenir sur l'actualité, enfin pas sur l'actualité en vrai, si sur l'actualité, mais de ce qu'on a vu déjà en culture, ou aussi de choses qui concernent la pop culture, un peu l'insolite, machin. Ouais. On aime bien. Mais tu sais que moi, par exemple, Toons, ça fait longtemps qu'on ne voit plus beaucoup Toons sur CKR. Ouais. Mais Toons me disait, moi, c'est vrai que je me connecte plus le dimanche pour le quoi d'autre. Lui, il est plus quoi d'autre que tu vois. C'est vrai? Parce ça que fait comme plaisir. il adore, déjà c'est notre IPTV Master, Ouais. et comme il adore l'actualité, enfin il adore les séries, les films et machin et tout, donc lui, tu vois, c'est son petit rendez-vous à lui, quoi. Tu vois. Oui, Il est plus assidu sur le quoi d'autre. Bah, c'est bien, ça Chacun- nous permet de toucher à un public Voilà. diversifié Exactement. selon les sujets. Trop bien. Tout en restant On toujours adore. dans le même ton, quoi, tu vois. Ouais, Voilà, on dans essaye tout du moins. Tout du moins, Tout du il est moins. vrai. C'est chiant. Il est vrai. Néanmoins, on essaie. Néanmoins, voilà. Comme T'as un problème avec mon tout du moins? tout du moins, il est bien placé. Non, il est bien J'adore- placé. Hein. J'adore dire tout du moins. C'est une ambiance plus cocooning. Et puis l'horaire est plus Yes. simple pour l'instant. Ouais, c'est Ouais. sûr. J'ai pas trouvé le combat de Dr. Raj. J'ai regardé toutes les rediffusions de Penchak. Ah mince, qu'on lui amène le lien. Jamel n'a pas vu le combat parce que nous on l'a. Hein. On a un lien. Oui, le lien que tu m'as envoyé, c'était le lien en direct. Mais après- Non, c'était le lien rediff. Ah, rediff, ok. C'est pour ça qu'il était directement sur le 5h22. Ok. Moi, je me souviens juste 5h22. Salut Khalil. On a pas mal de choses à discuter Alors, avec moi, vous. je m'excuse d'avance parce que j'ai passé une semaine et un week-end Quoi de déménagement. Donc, je n'ai rien préparé. Mais tu déménages où? Non, c'est pas vrai. T'es pas au courant? Ah, tu te barres. Bah oui, Enfin, en tout cas, j'ai aimé faire ce petit bout de chemin avec toi. moi aussi. Ouais, bah, à bientôt. Merci. on Comédien ou rigole. quoi? On vous a eu. Il doit se dire, putain, c'est les Golemons. Ouais, de là. ouf. Eh, tu sais que ça filme, là, en vrai, hein, Chacal. Ouais, L'émission non. de MrBeast, non, on n'a pas vu. Non, pas encore. Si, qu'est-ce que je raconte? Je l'ai mis en fond, à un moment, Oh, quand t'étais pas là. sacrilège. Sans moi. Ouais, mais c'était nul à chier, franchement, Ah je vais ouais pas te mentir. Non, mais j'avais bien Mais non, envie mais de voir en fait, parce que La démesure... il y avait non, plein d'actu sur il est Insta dans le par rapport à sujet. ça. il est dans le sujet du jour. Ah, ok. Oui, donc je disais juste que bon, cette semaine, j'ai pas trop préparé parce que j'étais en Ouais, beaucoup de déménagement galères. et tout, donc du coup, enfin pas de galère, mais c'était une grosse semaine de déménagement pour ma maman. Ouais. Donc du coup, j'ai beaucoup de fatigue Ouais. cumulée, donc j'ai pas pu préparer. Donc C'était même pas sûr. C'était même pas sûr Toi qu'on fasse le Ouais, quoi d'autre parce c'était qu'à la pas base j'avais dit que moi avec la reprise du théâtre peut-être qu'on ferait 1 sur 2 mais pour l'instant tant que je me Ouais. sens que Oui, c'est vrai. Au final, on fait tout voilà les dimanches. On non tient. en fait d'ailleurs petit disclaimer avant de commencer directement dans le vif du sujet. Hamza revient demain. Il a eu la médaille de bronze. Il est donc 3e mondial, on peut le dire, de Penchak Silat. Il est chaud. Et il m'a dit au moins pendant 6 mois je vais porter la médaille. Je vous le dis tout de suite. Ah ouais. Ouais, il veut la montrer. Donc En voilà, live, parce que sur les lives. Exactement. Il Trop posait, drôle. je vois que ça posait la question. Je préfère vous prévenir aussi pour la semaine. Donc là, du 23 décembre au 30. Yes. En fait, on va pas être trop présent parce qu'on sera un peu avec la famille du côté de Bordeaux. Voilà, s'il y a des cracks de Bordeaux, voilà, on sera de ce côté-là. Bon, on pourra pas vous voir parce qu'on sera en famille, mais c'est Voilà, juste pour c'est vous le dire. juste, on sera là, on sera sur Bordeaux. Voilà. Et donc on pourra pas faire et puis moi j'enchaîne après jeudi avec le spectacle, donc c'est vrai que on va pas vous lâcher, il y aura un CKR mais il y aura un CKR, il y en aura pas deux. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un autre truc mais je pourrais pas vous l'annoncer tout de suite, que je vais peut-être tourner. Ah bon? C'est pas sur ce sera pas sur la chaîne, mais ce sera un truc qui expliquera pourquoi on fera qu'un CKR exceptionnellement. Mais c'est quoi? Non, je peux pas le dire. Ah ouais? Bah oui. Je Non, sais. tu le fais bien. Non, mais il fallait continuer, sais. ça c'est bien. Donc voilà, on vous expliquera. En attendant, on va commencer et rentrer dans le vif du sujet. La reco à vous faire. Et d'ailleurs, merci beaucoup Zama. En film, si vous avez encore Netflix, c'est Carry On. Carry On. Franchement, il passe crème le film. Il est propre, il est comme j'aime. Attends. Tu peux le Le pitcher, s'il te plaît? Bien sûr, Carry On. Ça parle d'un gars qui rêverait d'intégrer l'école de police. Il avait déjà raté le concours Ah oui, une fois. Ouais. Et t'avais oublié? Moi, je me suis dit, Ah, trop mais bien, là, elle me c'est- lance ouais, et tout, genre le pitch.
c'est tout à fait naturel. J'avais vraiment oublié. Alors attends, tiens, reprécise le pitch, tiens. Après, elle a fait c'était pas mal. c'est vrai. Ouais, on le garde. Non, jusqu'à ce que tu dises, ah oui, c'est ça. Elle est trop forte. Ça aussi, c'est dans le truc. Non, bien joué. Alors, Carry On, c'est quoi? Carry On, c'est donc un mec qui voulait intégrer l'école de police qui a perdu une première fois. Qui a raté une première fois le truc. T'es trop dans les games. Mais tu sens que... Et donc maintenant, il bosse à l'aéroport, tu sais, dans le truc de la sécurité où tu vérifies les sacs, les machins. La sécurité aéroportuaire. Exactement. Et en fait, le truc, c'est que ça... C'est vrai que tu sens qu'ils vont avoir un enfant avec sa femme et qu'elle lui dit, fais un truc dans lequel t'es heureux. Je vois que t'es pas heureux. Passe le concours de police. Il dit, non, c'est bon, c'est derrière moi, machin. Elle lui dit, ok, d'accord. Bref. Et là... par un concours de circonstances, il se retrouve à remplacer un gars pour filmer, tu sais, les gars, quand tu mets tes bagages à main là, dans le tapis roulant, et lui, son but, c'est de voir s'il n'y a pas les produits, le shampoing, le machin et tout. Et là, il voit une oreillette. Il y a quelqu'un qui dit monsieur, il y a une oreillette, elle n'est pas à moi, c'était sur le truc. Il dit, ah bon, c'est bizarre. Tiens, c'est bizarre. Et je sais plus comment il reçoit un message. Il reçoit un message sur son téléphone portable qui lui dit, mets l'oreillette. Et puis là, il se dit, ok. Il met l'oreillette et là, le mec, il lui fait, ok. Tout ce que tu as à faire, c'est que dans 20 minutes, il y a quelqu'un qui va passer et tu dois le laisser. C'est avec tout. Un sac. Il va passer avec un sac. Tu fais pas attention. Ça va sonner. Mais tu le laisses passer. Voilà. Et exactement, c'est avec Taron Egerton de Kingsman. Yes. Franchement, le pitch, il est incroyable. Ouais, unité de lieu, machin. C'est vraiment un bon film sympa. Ah ouais, c'est un peu en mode fun game, tout ça. Ouais, non, j'aime bien, tu vois. C'est trop cool. J'avoue. Franchement, il se regarde bien. Ça joue bien. Taron Egerton, moi je l'aime beaucoup comme acteur. Donc, il était dans Kingsman, il jouait Elton John dans le biopic Rocketman. Ouais, bref, pas vu. Non, c'est un bon gars, ça joue bien, c'est cool, ça tire en haleine. Ça nous tient bien en haleine. Ouais, franchement, c'est bien mené, bien écrit. Non, franchement, tout se passe dans l'aéroport. Ouais, unité de lieu et tout. Moi, j'adore. Moi, dès que tu arrives, ça me rappelle le film qu'on avait vu là, le dernier de M. Night Shyamalan. Le dernier qu'on a vu, c'est le The Village. D'ailleurs, ça y est, on l'a enfin vu. Oui, j'ai dit à Sabrina qu'on l'avait vu. Okay. Mais attends, Kevin, tu te rappelles que tu avais vu Taron Egerton à Los Angeles, plateau de Jimmy Kimmel? Oh putain, je savais même plus. Ah bon? Oh putain, je suis deg de pas pouvoir avoir accès à ce souvenir. T'as une... Attends, je vais essayer. Attends, vous vous êtes rencontrés ou juste tu l'as vu? Non, mais non, il était invité sur le plateau. Ouais, parce qu'on était dans le public avec Mourad. Ah, stylé. Ah putain, trop stylé. Mais ils ont vécu des aventures avec Mourad. Ouais, dans The Village, on l'a vu enfin. Sabrina, on l'a vu. Alors, je l'ai trouvé cool. Bah attends, on finit avec Carry Ah oui, Taron Egerton. Alors, Carry On. Ouais, non, il m'a fait penser le film de M. Night Shyamalan, tu sais, qui se passe dans un concert où t'as un tueur en série qui amène sa fille à un concert à l'équivalent d'une Ariana Grande façon. Et en fait, il apprend que t'as toute la police qui est autour du truc et qui vont laisser pas sortir personne parce qu'ils sont sur ses côtes. C'est là, c'est bail de unité de lieu. Là, je trouve ça trop bien. Ouais, ça savoure bien. Et donc, voilà. Donc, je vous invite à aller le voir. Carry On, franchement, c'est top. The Village, évidemment, Sabrina, elle nous a menacé de le voir environ. Moi, j'avais déjà vu, mais il fallait que tu le vois, effectivement, parce que c'est quand même un classique shit. Et effectivement, le plot twist est top. Même si je l'ai vu venir un petit peu, je sais pas, mais par intuition, c'est pas que. C'est vrai que moi, ça faisait des années que je l'avais pas vu, et du coup, on sent un peu le truc venir. Enfin, même si je l'avais déjà vu, je sentais que ça avait un peu mal vieilli sur ce côté-là. Où aujourd'hui, tu vois, par exemple, donc Carry On, pour le coup, à tout moment, pendant tout le film, on se demande comment il va faire. Vraiment, on se dit, mais attends, il va faire comment, tu vois? Et au final. Voilà, il va se passer ce qui va se passer, mais c'est ouf. Et avec The Village, on a moins ce truc-là où on finit par se comprendre un petit peu comment va être l'issue de l'histoire, tu vois. Où on peut en tout cas le penser et l'imaginer. Mais ça reste ultra bien pensé, une belle critique de plein de choses, de la société, tu vois, de celles et ceux qui peuvent idéaliser parfois certaines choses, et surtout un casting 5 étoiles, comme ils disent les journalistes. Ah ouais, le casting, mais moi j'avais complètement j'avais oublié. Adrian Brody, Joaquin Phoenix, Bryce Dallas Howard. J'étais jeune, tu vois. Du coup, c'était des acteurs qui n'étaient pas encore très connus. Voilà, c'est ça.
Et aujourd'hui, quand on voit le parcours qu'ils ont eu, où ils en sont aujourd'hui, c'est ouf, quoi. Ouais, franchement, non, propre. Donc voilà, pour les recos, moi je vais lancer Gaëlle sur un truc. Elle a commencé à regarder une série qui s'appelle Senna de Formule 1, parce que mine de rien, t'as terminé. Ah bah voilà. Tu l'as pas vu du tout, toi? Non, moi j'ai pas vu du tout. Ouais. Mais alors que j'adore Ayrton Senna, double ou triple champion de Formule 1, un Brésilien qui est parti de très loin, puisque il n'est pas issu d'une famille très fortunée, une famille qui n'était pas non plus dans le milieu issu du milieu de la Formule 1. Donc du coup, quand tu vois son parcours et la persévérance qu'il a eue tout le long de son parcours, c'est assez impressionnant. Comment il se retrouve à faire de la Formule 1 comme il n'avait pas d'oseille? En fait, son père lui construit un kart. Parce que alors ils n'expliquent pas pourquoi il était passionné, qu'il avait absolument envie d'avoir un kart, mais en tout cas, il lui construit un kart et il se prend de passion pour ça. Donc, il commence par faire d'abord des concours de karting, etc. Ouais. Il s'en sort très bien. Et puis, du coup, finalement, l'étape d'après, c'est de passer à pro. Et pro, c'est... t'as une étape entre... au professionnel. Et donc, tu as une étape entre kart et Formule 1 qu'il réussit aussi. Et ensuite, c'est Formule 1, tu vois. Donc, et ouais, c'est une belle série. C'est une belle série biopic et qui se termine très tristement et qui est une histoire vraie. Donc, forcément, voilà, c'est assez triste quand même. Il avait quel âge quand il est mort? Je m'en rappelle. La trentaine, en vrai. Ouais, très jeune. Enfin, je sais que je m'en souviens un peu, moi. Ah ouais? Parce que quand j'étais en 94, ouais. Ouais. Donc j'avais 4, 5, 6, 7 ans. Ouais, t'étais tout jeune. Mais je suivais la Formule 1 avec mon daron. Ah oui, c'est vrai. Je suivais la Formule 1 avec mon daron et j'aimais bien Ayrton Senna parce que j'entendais beaucoup parler de lui. Ouais. Et je crois que, je sais pas s'ils le disent dans la série, mais le virage dans lequel, je crois que c'était en Italie, à Monza, je crois, un truc comme ça. Italie, et le virage a un nom d'ailleurs. Et si je dis pas de bêtises, un jour avant, il y a un pilote qui a eu fait un accident ici. L'avant-veille, il y a un pilote qui fait un accident. Il ne meurt pas, mais il est gravement blessé. Ouais. La veille, il y a un pilote qui fait un accident. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. Ça va me revenir. Bref, il fait un accident et il meurt. Effectivement. Et donc là, Senna... Ça fait beaucoup, quoi. Ouais, ça fait beaucoup. Et là, Senna, il fait tout pour qu'il n'y ait pas de course le lendemain, tu vois. Parce que du coup, il est aussi élu président de l'association de protection et de sécurité des syndicats un peu des pilotes. Il est sensible à ces sujets-là. Donc c'était vraiment à l'époque avant que la sécurité des pilotes devienne un vrai sujet en fait. Et c'est ça qui a produit que en fait aujourd'hui c'est beaucoup plus sécurisé et donc voilà, et donc il lutte contre ça, mais finalement la course a quand même lieu, donc lui il se dit vas-y je vais le faire et je vais porter le drapeau de la personne qui est morte la veille justement pour en soutien, etc. Et putain, c'est trop triste, quoi, parce qu'il meurt effectivement dans le virage, par contre, il n'y a pas eu de retombées sur les organisateurs, parce que c'est quand même scandaleux. En fait, ils ont laissé pas après cette partie-là. Donc si ça se trouve, il y a eu des choses, mais je pense que voilà, ça n'a pas. Tu te rends compte la responsabilité qu'ils ont. Premier gars, tu te dis Deuxième gars, tu te dis là, les gars, il y a un gars qui est mort. Et t'as le pilote qui finalement va mourir, qui te dit, les gars, on devrait pas courir. Non, et les gars, ils disent si. Non, mais c'est très triste. Une dinguerie, ça, je savais pas. Sur YouTube, tu trouves des vidéos de l'accident, même de l'accident du gars la veille. Et quand tu connais l'histoire, en plus, c'est d'autant plus touchant. C'est rageant, mais j'espère que. Ouais, il y a eu des plaintes qui ont été déposées contre les organisateurs. Enfin, ça a quand même changé la face de la Formule 1. Et quand même, aujourd'hui, les pilotes concourent dans des conditions qui sont beaucoup plus sécurisées. Donc, figure-toi, petite anecdote. Tu sais, maintenant, les pilotes, avant, et je crois qu'ils n'avaient pas ça. Maintenant, les pilotes, ils ont une espèce d'arceau là devant, comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont leur cockpit, et il y a une espèce d'arceau autour de leur casque. Et avec une tige qui descend jusque. Ah ouais. Donc en fait, ils ont un truc autour de. Je vais te montrer. Formula, protection, pilote. Tu vois ça? Ah ouais, ok. Pas du tout avant. Et ça c'est assez récent, tu vois. Maintenant, ils ont ça. Oui, parce qu'en fait, comment il est mort Parce que regarde, avant, il n'y avait pas. Ayrton, il est mort à cause d'une des branches de suspension de sa roue droite qui est rentrée dans son crâne, en fait, par l'arcade. Et du coup, ça lui a transpercé le cerveau, quoi. Ah, c'est ça.
Ah, c'est hardcore, miskin. C'est trop triste. Le Halo, voilà, merci beaucoup, le Halo. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a est-ce que c'était un Français, si je dis pas de bêtises, qui a un Français ou autre, il y a quelques années, gros accident et tout, machin. Le gars, il est sorti des flammes. Genre, vraiment, la voiture a pris feu, tout ça, était sorti des flammes. C'était impressionnant, cette image. Hein. Et le gars, il est sain et sauf. Et il a dit, je faisais partie des gens qui voulaient pas du Halo parce que ça gêne la visibilité, machin, et il a dit, en fait, ça m'a sauvé la vie. Quoi. Ah ouais, pourquoi ? Bah parce qu'en fait, quand il a tapé la rambarde, etc. de sécurité, enfin ça amortit tout le choc. Ah quoi. oui, d'accord, ouais, ça et mais de ouf. Et d'ailleurs, force aussi c'était Romain Grosjean, voilà, le pilote qui a pris feu. L'image, elle est incroyable. C'est chaud. Romain Grosjean, parce que ça, c'est quand j'avais repris un peu la Formule 1 en mode, t'es mal, c'est impressionnant. Le mec, il était là, quoi. Il est sorti. Tu vois, les images, elles ont fait le tour. Il est sorti des flammes comme ça. Ah oui, ils avaient les extincteurs et tout. Ouais, ils sont venus direct et mais tout. Il a dû sentir. Non, mais il a brûlé. Il a brûlé. Hein. Il a brûlé, il s'en est bien sorti. Mais c'était impressionnant. Et d'ailleurs, il a remercié de ouf. Là, tous les gars qui sont venus l'aider à sortir. Ça, c'était jamais arrivé un mec qui prenne feu comme ça. Ouais, en Formule 1, comment dire c'était en 2020. Que le véhicule prenne feu comme ça. Je sais pas, peut-être, mais franchement, c'est ouf. Grosjean avait failli passer 2 Français et les 2 derniers accidents, la poisse. Ah ouais, putain. RIP Bruno Benu. Est-ce qu'il y a eu des morts récemment en Formule 1 ou est-ce que maintenant ça fait longtemps le dernier mort en Formule 1 Alors je crois que c'est qu'il n'y en a pas eu d'autres, il me semble. Enfin, vérifie quand même. Mais... Quand est mort le dernier pilote de Formule 1 Ayrton Senna, 84. Attends, le dernier. Ah non, le dernier était Jules Bianchi en 2014. Ah oui, en 2014 mais c'est-à-dire que entre Bianchi et Senna, il n'y en avait pas eu. Ouais. Bon, bah, ça devient... ça va. Non, je rigole. Non, mais ça veut dire que ça... Ça reste un sport extrême, donc c'est très dangereux. Tu vois, mais voilà, il y a beaucoup moins d'accidents. Il y a toujours des accidents, mais ils sont pas mortels. C'est chaud, hein. C'est chaud. En tout cas, Senna, tu le recommandes ? Ah oui. Bah vas-y, je vais regarder. Alors c'est vrai que je crois qu'il y a quoi, 5 ou 6 épisodes. Je précise, excuse-moi, je te coupe. Vas-y. T'étais pas du tout familière de la Formule 1 en plus. Ah, pas du tout. Non, mais par contre, moi j'adore les biopics. Donc voilà. Donc ça veut dire que c'est bien parce que c'est pas excluant quand tu connais pas la Formule 1 de regarder Senna. Il raconte bien. Ça attise ta curiosité. Moi, du coup, ça m'a donné envie de voir une vraie course, tu vois. Ouais. Parce que maintenant, je comprends mieux aussi. Tu vois, je comprends mieux comment ça fonctionne et tout. Et je comprends mieux l'enjeu parce que avant, en fait, je me penchais pas du tout sur le sujet. Donc je me demandais, bon voilà, c'est des cartes, ils tournent autour d'une piste pendant 1 heure, en fait, et puis voilà, qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, voilà, tu vois derrière l'enjeu, la préparation et tout ce que ça implique pour les pilotes. Et là, tu te dis, ouais, ça doit être quand même en fait impressionnant. Et surtout, leur façon d'arriver à dépasser une autre carte dans des conditions ultra dangereuses, parce que c'est vraiment le moindre choc peut faire vriller ton kart, tu vois. Bah ouais. Non, c'est pas des cartes. Hein. Oui, c'est quoi du coup ? Bah c'est une Formule 1. C'est une Formule 1 ? Ouais. Ok. Ouais. Très bien. Merci. Parce que je pense que s'il y a des pilotes qui nous écoutent, ils vont dire wesh, duel du kart. On a des voitures qui vont à 350. Mais en fait, je me demandais c'était quoi le jeu, parce qu'ils le disent pas vraiment dans le film. Peut-être qu'ils le disent, mais j'ai pas fait attention. Ta monture. Non, c'est. Une Formule 1 ? Ok. Oui, bah oui. Ta Formule 1, il y a la Formule 2, il y a la Formule 3. Parce que Formule 1, c'est la pratique sportive, tu vois. Mais ta voiture. Ouais, t'as ton bolide, quoi. Pilote de Formule 1. Ouais, bon. Et donc, du coup, ouais. Donc, ça donne envie quand même de découvrir plus en détail ce sport. Et non, t'es pas du tout déconnecté, même si tu suis pas la Formule 1. Alors, c'est vrai que les premiers épisodes peuvent être un peu longués parce que, en gros, voilà, dans le sens où tu découvres vraiment sa vie. Monoplace. Et surtout... Ah oui, voilà, parce que oui, c'est ça. Une monoplace. Ils disent... Ouais, c'est de ça qu'ils disent qu'il a été victime d'un accident de sa monoplace. Ok. Et donc, oui, il y a quand même ce truc où tu le vois évoluer de devenir d'un petit pilote à un grand pilote. Tu vois sa rivalité avec Alain Prost, elle était hardcore. Tu vois sa rivalité. C'était et ça dangereux. tourne beaucoup autour de ça. À un moment donné, tu vois, ça tourne un peu, pas en rond, mais bon, voilà, il y a quand même un bon moment de la série qui est sur ça. Ils étaient vaches entre eux, non ? Ouais, mais au final, ils deviennent amis.
Avant parce qu'Alain Prost, moi je pensais pas qu'il était un peu, tu vois, teigneux comme ça. Parce que moi, je l'ai connu à l'ancienne. Si on s'en tient à la version du biopic, franchement, il lui a fait des sales coups, Alain Prost. Mais tu sais que Hamilton, ça, ils sont tous pareils. Ouais, j'imagine. C'est les rivalités. Parce qu'en fait, c'est très particulier, la Formule 1. C'est-à-dire que tu conduis en équipe, mais c'est un truc individuel, in fine. Oui. Donc en fait, tu conduis contre le meilleur de ta team, en fait. Et dans l'oreillette, on va te dire... Et dans l'oreillette, on va te dire, laisse passer machin par rapport aux points. Parce qu'en fait, t'as les points constructeurs, machin. Laisse passer machin. Et parfois, t'as l'ego de... Non, je le laisse pas passer et tout. Et on a assisté à des trucs comme ça en Formule 1, c'est assez ouf, tu vois. Oui, ça par contre, c'est un peu particulier. C'est dommage. Parce que c'est vrai que le système pour gagner, c'est un cumul de points. C'est pas forcément parce que tu arrives premier Alors, en fait, de la piste. Si tu perds ou si tu te crashes, non, en fait, si tu veux, il y a deux classements. Tu as le classement des pilotes en indiv et tu as le classement des constructeurs. Et plus tes pilotes ils arrivent et plus tes pilotes ils sont mieux placés, plus ça rapporte des points constructeurs. Et parfois en fait t'as un pilote, il est pas super bien classé en individuel, mais il concourt avec une écurie qui est bien placée en constructeur. Et donc parfois ce pilote qui est pas très bien classé, s'il arrive devant, parfois il peut être arrivé en tête ou il peut dépasser le pilote, mais il va, comment dire, le pilote qui est mieux classé, il vaut mieux le laisser entre guillemets passer parce que lui il est plus haut dans le classement, alors que toi comme t'es 9e, on s'en fout que tu gagnes parce qu'il reste plus beaucoup de courses dans l'année et que t'arriveras jamais à rattraper ton retard, donc laisse-le passer devant toi. Et c'est tous ces petits trucs de stratégie. Ou alors parfois c'est maintiens ta position à tel truc, comme ça nous assure tant de points pour le truc constructeur, parce que là il nous faut tant de points pour pouvoir être sûr d'avoir le titre, parce que t'as 2 titres qui jouent. T'as le titre de champion du monde, mais lui il est individuel, enfin de champion Formule 1, et t'as le titre de meilleur constructeur du monde. Mais du coup tu dirais pas que ça gâche un petit peu ce sport, dans le sens où c'est pas finalement vraiment parce que t'arrives premier que t'es champion, etc. Tu vois. De toute façon, le champion, quand t'arrives premier, t'es champion. Mais c'est sûr que, par contre, le plus dur, c'est de manager l'ego du deuxième. Ouais. En fait, dans une écurie, quand t'es le deuxième, c'est très compliqué. Et les anciens là qui connaissent bien l'histoire de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, ça a été un enfer pour lui. Parce que c'est un bête de coureur, c'est un bête de pilote. Mais non, Lewis, laisse-le passer. Non, tu sais, parfois t'es devant. Et en fait, dans l'oreillette, ton manager, il te dit, faut que tu laisses passer Lewis. Dommage. Alors que tu te dis que finalement, s'il le laissait pas passer, en fait, il serait peut-être meilleur. Donc au final, est-ce que ce serait pas lui le champion? Non, mais c'est parce qu'en fait, il regarde le classement. Ouais. Et Bottas, il est peut-être 3e ou 4e, tu vois, alors que l'autre, il est premier. Et qu'il faut qu'il consolide par rapport au deuxième. Et le deuxième, c'est quelqu'un de une écurie concurrente. Ouais, donc en fait, il faut plutôt assurer que le premier, ce soit un premier chez nous, de chez Mercedes, par exemple, là, dans leur cas, plutôt que de laisser Bottas arriver premier, et du coup le deuxième il va talonner le Lewis Hamilton dans le classement. En fait, c'est que des calculs comme ça. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est pas que du pilotage, parce que c'est aussi de la stratégie, et surtout parce que il y a aussi beaucoup de technicité. C'est genre est-ce qu'on lui change, il commence à pleuvoir, est-ce que je change tout de suite les pneus pour mettre les pneus pluie, ou est-ce que je les change pas tout de suite, c'est-à-dire qu'il risque de glisser mais en même temps il va plus vite, au risque de se cracher. Voilà. Est-ce que l'autre il va tout de suite faire un stop pour refill, ou alors d'ailleurs c'est ça qui est beau dans le biopic de Ayrton Senna, c'est que c'était l'un des seuls pilotes capables de piloter sous la pluie. C'est-à-dire que les autres, soit ils ralentissaient, soit ils crachaient, mais lui, c'était le meilleur. Genre, sous la pluie, dès qu'il pleuvait, il était en mode, trop bien. Ah, c'est son truc. Ah ouais, mais du coup, c'est super impressionnant. Parce que c'est ultra dangereux, et le mec, il était grave chaud, en fait. Putain, je regardais. Ouais, faut que tu regardes. Ouais, j'ai regardé, tu m'as hypé. Toi, t'avais regardé la série là, que Netflix avait fait. Et qui continue encore, Drive to Survive. Bien sûr, mais il faut que tu regardes. Faudrait que je mette. Mais tu vas voir que tu sais que ça a créé une hype. Dis-toi qu'à la base, Ferrari et Mercedes, ils voulaient pas être dedans. Dès la 2e saison, ils ont demandé à être dedans. Avant, on n'avait pas Lewis Hamilton et tout ça. Sauf que tous les petits pilotes qui ont été mis en avant, ils ont pété sur Instagram, ils ont pété partout, collab, machin. Genre pour les anciens qui ont regardé Ricciardo, là, l'Australien, c'est devenu le chouchou de tout le monde. Alors maintenant, non mais c'était un truc de ouf, franchement. Merci de montrer tes fesses. Après, t'as des dérives, par exemple, dans les dernières années, t'as des fois où Verstappen était très loin dans le classement perso, mais son partenaire devait quand même le laisser gagner des courses. Non, parfois c'est des trucs relous. Mais tu penses que du coup, cette série a encouragé aussi le biopic sur Ayrton Senna? Ah, mais c'est sûr. Non, mais je te dis, cette série, elle est incroyable, faut que tu la regardes. Je vais regarder. Et ça même, je pense, c'est ça qui a donné de la force de ouf aux pilotes français
Gasly et Esteban Ocon ou Ocon, je sais plus. Ocon, je crois. Parce que regarde, aujourd'hui, tu les vois partout. Mais ou Charles Leclerc, genre, c'est devenu le Don Juan, le gendre idéal, machin. Mais tout ça, c'est grâce à cette série parce qu'on a découvert, voilà, des gens, des parcours et tout. Bon, j'avoue, ils viennent tous de familles plutôt aisées. C'est pour ça que les gens sont très attachés à Hamilton, qui vient de la Hesse, tu vois. Ouais. Comme Ayrton Senna, tu vois. Ouais, c'est clair. Et l'histoire avec Mercedes est belle parce que sans Mercedes, si Mercedes n'avait pas Khalas parce que c'est des 30 ou 40 cas l'année pour les licences, machin, quand tu veux rentrer dans les écoles. Et c'est Mercedes qui a payé son truc parce qu'ils ont cru en Lewis Hamilton. Imagine comment ils ont fait un investissement de ouf. C'est ouf. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais enfant, le dimanche, il y avait la Formule 1. Exactement, c'est tous les dimanches. Ça me saoulait, tu vois. Bah oui, c'est chiant. Et au final, tu vois, c'est juste qu'on était tellement pas sensibilisés à ça que tu comprends pas. C'est juste la Formule 1 à la télé. Quoi. Non, franchement, c'est bien plus. Mais moi, mais je pense que c'est la même chose avec le Tour de France, mais j'arrive pas à m'y mettre. Je pense qu'il doit y avoir un vrai truc aussi dessus. Ouais, ils ont fait une série Netflix. Ocon, il est issu modeste aussi, milieu modeste, je sais pas. Ils ont fait une série Netflix, non? Bah, il paraît, elle est trop bien, ouais, ils ont fait une série docu sur le Tour de France, ouais. Mais j'ai pas. Pour le Tour de France, j'arrive pas, je te jure. J'ai entendu parler par contre, par rapport à Formula 1, c'était. Bah, moi, j'ai des potes qui. Ouais, Formula 1, j'ai des potes qui m'ont dit que c'était vraiment bien. Ah ouais? Ouais. Après, il y a un truc moins glam quand même. Tour de France. Ouais, mais c'est là que tu vois que Netflix, ils sont chauds, c'est qu'ils arrivent à te prendre n'importe quoi. Ouais. Et à t'en faire Mais voilà, tu vois, la Formule 1, t'as ce truc de vitesse. Enfin, non, mais là, t'as un truc perf quand même. Hein, parce qu'il faut des beuges pour faire le Mont Ventoux, le col du Vercors. C'est sûr, c'est clair. Ça fait. Et puis les gens, ils sont contents parce qu'ils voient la France. Ils sont très chauds, les mecs. Ouais. Ils voient la France. Bah ouais, ça aussi. C'est vrai. Mais enfin, après, il faut être dopé, on va pas se mentir. Par contre, quand j'avais été dans les. Non, je sais plus si c'était ça. Non, je sais plus. Enfin bref, j'avais vu un tour de vélo qui était passé quand j'étais en Haute-Savoie, tu sais, quand j'ai fait mon road trip. Mais ouais. Attends, il y a Mimomez, le franco-algérien qui débarque l'année pro. Tu parles de Tour de France ou tu parles de Formule 1? Parce que putain, Formule 1, un franco-algérien stylé. Tour de France aussi stylé. Mais il n'y a pas beaucoup de Renois d'ailleurs. En Formule 1 en Formule 1, ouais. Et en F1, franco-algérien. Mais non, il débarque dans quelle écurie? Comment il s'appelle? Ah ouais, bah tiens, il y a un Maskov qui est en train de se préparer là, au moment où tu parles. Comment il s'appelle? C'est quoi son parcours? C'est quoi ses faiblesses? Isaac Hadjar. Par quoi il est traversé? Isaac Hadjar. Et quelle écurie? Tu sais que Hamilton, il quitte Mercedes? Ça me fait bizarre. Hein. Ah ouais? Il a toujours été là-bas? Toujours. Ouais, je crois, ouais, toujours. Isaac Hadjar, c'est en 2004. Ah, il est chez Red Bull en plus. Bah, Red Bull, c'est genre le number one. Ah, ok. Number one? Ils sont passés devant. Ouais, bah, Verstappen, c'est le nouveau chouchou, là. Il a gagné 2 ou 3 fois d'affilée. Tu suis bien, toi, quand même, hein, finalement. J'ai un groupe WhatsApp. C'est pour ça, sur la F1. On a trop de groupes. Non, mais c'est bien ça. Isaac, j'essaye de garder le lien, mais je regarde plus trop. Possédant la double nationalité franco-algérienne, il évolue en sport automobile sous licence française. Initié au sport automobile par son père, lui-même ancien pilote amateur, Isaac Hadjar commence le karting en 2012. Le karting, c'est vraiment la base. Hein. Ouais, il dispute pendant 2 ans le championnat de France sans disputer le championnat d'Europe dans la catégorie junior. Après, tu fais la Formule 4. C'est comme des Formule 1, des monospaces. Oui, voilà. Je crois que c'est ça qu'il a des monoplaces, mais. Formule 3, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. T'as Formule 4, Formule 3. Okay. C'est ce que Squeezy a fait, tu vois. C'était pas des vraies formules. Enfin, c'est pas parce que parce que c'est chaud. Ah bah bien sûr. Là, et je prendrais pas le risque. Le nombre de G que tu te prends dans les mouvements, dans les virages, etc. C'est hardcore. Hein. Tu te prends dans la gueule, je ne sais combien de G et tout, et donc t'as intérêt d'avoir une nuque. Eux, ils ont des nuques de ouf. Ils ont des réflexes de malade. Ouais, ça, les réflexes, bien sûr. Bah, faut savoir réagir. Tu dois avoir des réflexes plus hauts que la moyenne, et puis tu dois être bon en maths, tu dois être bon en mécanique. Et puis c'est impressionnant parce qu'ils doivent apprendre le circuit par cœur, tu vois. Enfin, c'est ce que faisait Ayrton Senna, et c'est comme ça qu'il arrivait à conduire, à piloter sous la pluie. C'est qu'il connaissait les maps de circuit par cœur, et donc limite il conduisait, il pilotait à l'aveugle en fait. Parce qu'en conditions de pluie, tu vois rien. Tu vois absolument donc tu t'en rien. Fais t'as vraiment, pas d'essuie-glace, t'as ton casque, il y a la pluie. Putain. Et lui, bah, juste, il faisait à la mémoire des maps de circuit. C'est incroyable quand même. C'est un génie. C'est chaud. La stat qui me bute à chaque fois, c'est le poids perdu par course. Je l'ai plus, mais c'est plusieurs kilos. Ouais, il transpire de ouf. Non, mais vraiment, là, on a découvert ce que c'était qu'un pilote de Formule 1. J'aimerais bien aller voir une vraie course. Je sais pas si c'est cool à regarder, mais ce serait bien parce que tu vois juste quand il passe devant Watt, quoi. Tu vois. Ouais, après, sinon tu regardes ça sur un écran, quoi.
Ouais, aussi. Oui, bah ouais, pourquoi pas. C'est commenté. Et faut que t'aies des boules qui et tout machin. Ah ouais. Ouais. Est-ce que Gaël va interroger Dr H dans le cadre de la découverte du penchaxilac? Ah, pourquoi pas, tiens. On va faire un mask-off. Ah ouais, ça serait grave drôle. Bien vu, Nafta. C'est vrai. Mask-off de Dr H. On va pas beaucoup parler du penchaxilac. Bah, ça va être le mask-off qui va durer 7 heures. Mais on va parler de son parcours, par contre. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Très, très bonne idée. Excellente idée. Alors, t'avais noté ça. Je sais pas si tu voulais qu'on en parle encore, parce que j'ai pas grand chose à dire, mais je suis allé chercher quelques infos. Le vaccin contre le cancer de la Russie. Enfin, pas le cancer de la Russie. Le vaccin contre le cancer qui a été fait, développé en Russie. Le cancer de la Russie. Bah, du coup, j'ai pas pu préparer le sujet. Donc, mais qu'est-ce qui t'attirait dans ce sujet, tiens? C'est quand même ouf quand même de réussir à réaliser un vaccin contre le cancer. Donc après, j'ai pas suivi l'actualité depuis. Je vais t'en parler un peu. Bah vas-y, parle-en moi. Mais ce serait quand même. Non, en fait, c'est parce que c'est un peu le Doliprane du cancer. D'un coup, tu vois, les gars, ils se disent, tu fais un vaccin, ça t'enlève tous les cancers. En gros, Moscou a annoncé ce truc-là, genre ouais, c'est bon, on a un vaccin, il va détecter n'importe quelle tumeur chez vous, machin. Ouais. Sauf que pour l'instant, après ça reste, c'est parce que c'est une guerre aussi entre les blocs, hein, tu vois. Donc les scientifiques occidentaux, ils restent un peu sceptiques. Ils ont dit parce qu'en fait ils n'ont pas vu les résultats d'essais cliniques. Donc ils ont dit tant qu'on n'a pas vu les résultats d'essais cliniques, on reste sceptique. Ça, c'est le professeur Kingston Mills qui a dit ça au magazine Newsweek. Et pour l'immunologiste au Trinity College en Irlande, il dit que compte tenu des multiples formes de cancer, il est quasi impossible qu'il s'agisse d'un vaccin universel, tellement les cancers sont différents et qu'il en existe plein. Et il a conclu en disant de quel type de cancer s'agit-il ? Où sont les données des essais cliniques? Ce sont des questions auxquelles il faut pouvoir répondre pour évaluer les allégations. Donc en fait, ils disent pas c'est de la merde, ils disent juste faut qu'on ait les preuves. Parce qu'eux, ils ont juste annoncé, ils ont pas envie de lâcher. Je pense qu'effectivement, il y a tellement une diversité de cancers, peut-être de certains cancers qu'on n'a pas encore découverts, etc. Enfin, qui pourraient arriver plus tard. Tu vois, comment un vaccin pourrait sauver. Donc c'est pour ça que je dis peut-être que c'est un effet d'annonce juste pour piquer un peu la communauté internationale et dire vous avez vu le bloc soviétique, il vient de. Ça y est, tu vois. Comme un le premier pas sur la Lune. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Moi, en tout cas, ça m'avait aussi interpellée parce que c'est un peu le début de l'un de mes films catastrophes préférés. I Am Legend. Ah, ça commence, c'est vrai. Ça commence par, voilà, nous avons découvert le vaccin contre le cancer. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, boum. Mimomez, il a une analyse. Parce qu'apparemment, ça a parlé sur le Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre. Ils ont dit, on en a parlé de ce sur le Discord, mais ces vaccins contre les cancers, plusieurs pays ont déjà fait des annonces. Ah. On parle encore de développement. Le temps que ça avance. Big Pharma. Je plus sois, dit Sabrina. Je me pose des questions parce que certes, il y a des cancers liés à des virus, genre papillomavirus, mais certains, c'est genre 100% génétique. Oui. Ouais. D'ailleurs, t'as vu, ils vont faire un deuxième I Am Legend, effectivement. Mais j'ai hâte. Avec Michael B. Jordan. C'est le film le plus attendu là pour moi. Ouais. Ah non, mais j'ai tellement hâte. Il sort quand déjà, Ken Pachi? L'année prochaine. Ouais, je crois qu'il sort très bientôt là. On est le 22 décembre, donc. J'ai tellement hâte. Ouais, j'avais pas capté que c'était le début de la Am Legend, elle dit à Fit, mais oui, ça commence comme ça et des années plus tard, du coup, se passe l'époque du film, quoi. D'ailleurs, il y a deux fins. Oui, il y a deux fins, ouais. Nous, on a vu les deux. Non, t'as vu les deux? On a vu les deux, ouais. On a vu les deux et le I Am Legend 2 part du coup sur la fin alternative. Ouais. Donc ça va être intéressant. J'ai hâte, oh là là. Qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs? Tu sais quoi, j'ai appris un truc de ouf. J'ai un ami que j'ai vu cette semaine avec qui j'ai bu un verre avant qu'il vienne voir le spectacle. Ouais. Et il m'a dit que et il m'a dit que malheureusement sa sœur qui avait peut-être 25 ans, elle est décédée en début d'année d'un cancer du cœur. Ah ouais. Truc qui existe, t'en as 10 dans le monde qui l'ont. Cancer du cœur. Tu vois, comme quoi il y a plein de différents. Et chimio machin pendant 1 an et demi, ça prenait bien. Et puis il y a un jour où ils disent ah mince, on croit que ça métastase et tout, et là il a pas fallu plus d'1 mois avant qu'elle parte malheureusement. Mais cancer du cœur, c'est ouf. Ils ont réussi à diagnostiquer tôt que c'était un cancer du cœur, ou bien ils ont galéré à trouver ce que c'était. Non, ils ont galéré. Je crois qu'ils ont galéré. Et en fait, ils ont diagnostiqué un truc, mais en fait, ils ont, si tu veux, pendant tout le moment de la chimio machin, en vrai, ils testaient
Mais oui, parce que en fait, il y a des maladies qui se dévoilent, tu vois, avec le temps. Et là où on pense que c'est autre chose, le temps que les recherches se fassent, etc., les personnes elles décèdent et des fois, à cause du décès, on ne sait pas exactement, tu vois. Et en fait, ça peut être potentiellement des cancers qui sont pas encore assez, qu'on n'a pas encore assez étudiés et dont on a du mal à diagnostiquer les symptômes, etc. Et il y a tout un tas de maladies comme ça qui, je pense, vont se révéler plus tard. Mais ouais, c'est ouf. Et 25 ans, elle avait. En tout cas, force. Et force aussi à Sochaga qui nous écoute, qui nous dit qu'elle en a son 2e cancer. Écoute, on est avec toi. Force à toi. Force à toi. Parmi les choses qu'on a pu voir aussi cette semaine, je vous recommande sur YouTube le documentaire de Ludoc sur sa chaîne. Oui. On n'a pas fini de le regarder. Si. T'as fini ? J'ai pas pu, moi. Mais je pensais qu'on l'avait fini ensemble. Non. Bon, en tout cas, j'ai fini. Ouais. Okay. Et franchement, le cancer de Ludoc, je vous explique la jeunesse parce que vous allez voir ma petite tête de temps en temps au début dans ce reportage. Donc ça part, on était en 2014 avec quelques membres du studio Beagle et Ludoc, qui était le réalisateur et directeur artistique du studio Beagle, se fait contacter pendant qu'on était en déplacement là-bas à Los Angeles. Il s'est contacté sur Skype par un gars qui lui demande quel âge il a et pour rigoler, il lui dit j'ai 14 ans et le mec commence à lui parler, à lui dire et t'as un copain et tu t'es déjà touché les zizi et machin, et là on se dit waouh, on tient quelque chose et on le fait parler et puis après il insiste pour mettre la webcam, lui il met sa webcam et là il se met à se masturber et tout, long story short. Et ça nous a choqué, du coup on a essayé de le traquer. Et donc le documentaire, vous, en tant qu'adulte, ça vous a choqué. Je pense que ça crée, tu vois, un mini trauma, mais alors un enfant t'imagines, avec son innocence. Et donc en fait on a décidé de le traquer en utilisant toutes les méthodes, tous les outils qu'Internet nous offre, à essayer de repérer on avait son nom, une localisation, juste sa ville. On a, avec son nom, son prénom, sa ville, on a cherché sur les pages jaunes, machin, on a essayé de le rechercher sur Google Earth, bref. Vous allez voir un peu la traque, comment elle s'est passée, toutes les petites méthodes qu'on a utilisées. C'est top parce que vraiment le docu, il démontre comment vous avez fait pour le trouver, quelles ont été chaque étape. C'est ça. Et puis, combien vous étiez investi sur le sujet, quoi. Et puis aussi la suite, comment ça s'est passé après. Il explique notamment que tous celles et ceux qui essayent de chasser des pédophiles en les piégeant, etc., ça peut être contre-productif parce que parfois, en fait, ça peut créer des vices de procédure. Des vices de procédure parce que on est dans un état de droit et qu'il y a plein de lois à respecter et que même si c'était tu faisais ça on va dire que ça partait d'un bon sentiment, que c'était pour te faire justice, en fait, parfois tu peux totalement torpiller la procédure et résultat, il y en a. Ça fait vice de procédure et du coup, le gars il repart. Ça rend la procédure caduque. C'est sur YouTube, c'est un documentaire qui est accessible sur YouTube. Vous tapez Ludoc, L-U-D-O-C, pédophile. Je pense que vous allez trouver. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est sur YouTube. C'est l'un des derniers. C'est le dernier. Les dernières vidéos qu'il a sorties. C'est ça. Et franchement, ça a duré plusieurs années. Vous aurez le fin mot de l'affaire aussi, parce qu'il est allé donner ça à des gendarmes, machin. Et on en apprend beaucoup sur les réseaux pédophiles, sur la pédophilie sur les réseaux, quand il explique, franchement, si vous avez des enfants et que vous voulez mettre des photos d'eux sur les réseaux, assurez-vous que ce soit uniquement des photos qui soient accessibles en privé et pas en public, parce qu'en fait les pédophiles ils s'amusent à... En fait il faut pas croire qu'un pédophile il a besoin pour s'exciter de voir un enfant nu. Il peut voir un enfant en doudoune, il suffit, ou alors encore pire, si vous prenez vos photos trop mignonnes de vos enfants quand ils sont en train de jouer à la plage avec leur seau, le sable, machin, ça peut les exciter en fait. Même des enfants en doudoune, ils découpent la tête pour tu vois, il fait des montages avec la tête de l'enfant, tu vois. Le pédophile. Donc, c'est pas. D'ailleurs, il disait il y a pédophile et il y a c'est quoi l'autre terme, pédocriminel. Je crois que c'est ça. Et c'est différent parce que il disait qu'un pédophile, c'est quelqu'un qui effectivement se rend compte qu'il peut avoir des sentiments pour des enfants. Et un pédocriminel, c'est celui qui va vouloir passer à l'action et avoir des rapports sexuels avec un enfant. Donc c'est encore deux choses différentes. Donc là, on parle vraiment de, je pense, je sais pas, ça rentre dans les deux catégories quand même. Les personnes qui prennent les photos des enfants sur les réseaux pour faire des montages avec et du coup, voilà. Mais, et tu sais que sur Instagram, il y a des comptes de
de pédocriminels qui sont encore accessibles. J'ai une craque de Suisse qui nous a envoyé ça sur Insta. En fait, quand elle a vu le documentaire, elle m'a, donc comme j'étais dedans, elle m'a dit figure-toi que moi j'avais rejoint un groupe de traque de pédophiles. Et en fait, il y a des codes. C'était un groupe Instagram qui existe encore qui centralisait toutes les informations pour traquer les pédophiles. Et ce que me disait Maïssa, d'ailleurs, qu'on embrasse, Maïssa qui me disait que, en fait, en gros, il y avait des codes pour qu'ils puissent se reconnaître entre eux. Par exemple, sur leur profil Instagram, ils mettaient le petit cercle bleu, l'emoji du petit cercle bleu en tourbillon qui ressemble au logo de la Dreamcast, ou alors d'une part de pizza. Et ça, c'était les emojis pour qu'ils se reconnaissent entre pédocriminels, tu vois. Ah, s'ils mettent ça, c'est un signe de... Apparemment, part de pizza ou le petit cercle cercle bleu comme ça en tourbillon, ouais. Ah bon. Y avait... et puis, pareil, elle m'a montré des comptes qui sont encore disponibles où il y a que du contenu pour enfants. Il y a écrit, genre ça s'appelle Boys... pour pédophiles. Pédophiles, mais d'enfants. Et ça s'appelle genre Boys Model et tout. Tu sais, ça fait croire que c'est des comptes pour les modèles jeunes. Et en fait, c'est que des vidéos où il n'y a pas de nudité. Parfois, c'est des gamins qui sont à la plage. Qui sont en train de faire du sport ou des pompes et du coup ils transpirent et tu sais la façon dont c'est filmé etc, tu sens que le but c'est de faire en sorte que tu vois les gros Dixa ils puissent se projeter dans un truc dégueulasse, tu vois. Signaler. Ouais, c'est ça, il faut signaler ses comptes, mais parce qu'en fait, du coup, elle listait les comptes qui étaient répertoriés par comment ça s'appelle, le compte de la maison mère là, de chasseurs de pédophiles, mais il y en a la plupart n'étaient pas encore sautés parce qu'en fait, au final, c'est un enfant qui va faire de la corde à sauter ou c'est un enfant qui va s'amuser et qui va, tu vois, et eux, en fait, il leur en faut pas plus. Et moi, je suis allé voir dans les commentaires, même sur les commentaires, ils essayent de faire attention, mais il y en a quelques-uns qui mettent plein d'émojis avec les yeux en cœur, de machin, et tu dis chelou. Donc ils font attention à ce qu'ils disent pour que ça ait l'air d'être juste un compte de non, c'est un compte pour modèle pour enfants. Mais je pourrais te montrer si tu veux. Mais ça fait froid dans le dos. Hein. Et pareil, après c'est relié à des comptes Telegram. Et là, par contre, dans les comptes Telegram, c'est vraiment. Ça c'est bizarre, par contre. D'où c'est relié à un compte Telegram? Non, tu sais, ils font tout ça, ils mettent ça dans leur bio. Oui, mais enfin, un compte d'enfant relié à un compte Telegram, j'avoue, c'est chelou, forcément. Ouais, et les comptes Telegram hardcore, quoi. Par contre, là, on est directement dans des vidéos ou du contenu dégueulasse. Bon, alors, ça devrait être interdit, les pages Insta d'enfants, genre. Ouais. Enfin, en gros, s'il n'y a pas une personne légalement majeure, quoi, qui tire la page et qui met du contenu adulte, c'est dingue. Comment autoriser une page où il n'y a que du contenu d'enfants différents, qu'ils soient nus ou pas, pourquoi en fait? Je comprends pas pourquoi c'est autorisé, tu vois. C'est utiliser l'image des enfants, d'enfants de mineurs. Non, mais c'est clair. C'est ouf. Donc je pense qu'en signalant, il y a moyen de, je sais pas. Pire, c'est que ça a été moult fois signalé en plus, hein, parce que ça, c'est les comptes qui ont été répertoriés par le fameux. Mais il y a des comptes qui, tu sais, tu connais, hein, parfois les GAFA, c'est n'importe quoi. Après, j'imagine en plus que c'est des images qu'ils récupèrent sur des comptes de. Alors insu, oui, c'est ça. Qui mettent ça en public, en fait, qui mettent ça en public, mais je veux dire, juste pour montrer à leurs collègues et sur la famille, tu vois. Et eux, par contre, c'est horrible. Franchement, ça dégoûte. Donc voilà, faites attention. Les photos des enfants, machin, même si vous mettez des émojis sur leur gueule, leur corps, ça suffit pour des pédocriminels de juste d'être excités, quoi. En fait, tout. Rien peut les exciter, même s'ils sont habillés, même s'ils sont... Donc, mettez pas de photos de vos enfants. Voilà, envoyez-les sur WhatsApp aux gens à qui vous voulez les montrer. Vous n'avez pas besoin de montrer aux yeux du monde entier que vous avez des enfants, en vérité. Oui, non, sauf si vous avez un compte en privé et que c'est... et sauf si vous avez un compte en privé et qui est sain. Faire ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. Mais en public, franchement... En public, vous faites ce que vous voulez, mais il y a un risque, c'est tout. Tu vois, il y a un risque. Ouais. Voilà. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que... Et même pour l'intégrité de l'enfant, étant donné que... Là, à cet âge-là, il dispose pas, entre guillemets, de son corps et du choix de s'exposer ou pas. Oui. Donc, tu as une responsabilité là-dessus. C'est parce que toi, tu décides de l'exposer, mais tu lui as pas demandé son avis parce qu'il peut pas décider pour lui. Oui, non, mais ça, après... Et tu vois, il y a ce truc-là, tu vois. Oui. Donc, il y a des trucs...
tu montes ta petite photo de Noël où t'étais trop content parce que vous étiez tous habillés avec le même pull et tout machin, ok, tu vois. Je peux comprendre qu'il y a des trucs, voilà, tu trouves ça cool et tout machin, ça fait partie de ta vie et tout. Mais c'est vrai que au compte-gouttes de limiter le plus possible, d'éviter de montrer les trucs de, bah, tu vois, quand vous êtes en vacances machin, enfin de vraiment faire attention à ce que vous montrez de l'enfant, voilà. Parce que si l'enfant il est dans les bras de son daron machin, et encore il y a des photos, et ce qu'il disait là, le photo d'un adulte avec le gamin qui est sur ses genoux, ça peut les exciter aussi. Ça peut se retrouver, et ça peut se retrouver si ça a été mis en public dans des trucs de pédophiles. Ouais. Non, bah après, voilà, faut éviter. Parce que faut essayer d'éviter. Dans l'un des fameux comptes, justement, il y avait une vidéo comme ça. Alors, c'était pas ça, c'était une vidéo d'un frère et son petit frère. Ils ont fait une... Tu sais, souvent, ils font ça sur les réseaux quand, genre, tu refais la même photo que tu avais faite 20 ans avant ou 15 ans avant, quand vous étiez petit, même position, même sap et tout. Oui. Et là, en fait, t'avais un grand frère et son petit frère. Quand ils étaient jeunes, ils étaient torse nu dans un lit et ils étaient sur une certaine pose. Et ils refont ce truc-là, genre 15 ans après, où le plus petit, il doit avoir 12-13 ans et le plus grand, il a un peu plus de 20 ans, tu vois, 25. Et là, d'un coup, ça fait chelou parce que quand t'as pas le contexte, tu dis, ouais, qu'est-ce qu'il fait dans le lit torse nu avec un petit gamin? Et ben, détournable direct. Bah là, carrément détournable, oui. Ça, alors que eux, quand ils l'ont posté, ils ont dû se dire, ouais, ça fait, t'as vu, c'est drôle. Mais détournable as fuck, tu vois. Bah, surtout un petit qui a 13 ans, non, c'est clair. Ah non, c'est chaud. Un mineur, quoi, c'est même. Ah là là. On avait un gars qui se baladait en imperméable devant la cour de récréation quand j'étais en primaire, qui donne sur une forêt. L'école l'avait signalé plusieurs fois à la police, mais walou. Il a fallu qu'un jour, il se pointe et enlève son imperméable, nu en dessous, of course, et essaye d'attraper une enfant trop proche de la grille. Ouais, mais moi aussi, une fois, j'ai vu un truc. J'étais partie voir un match de foot soccer amateur avec des amis. Et en fait, dans l'enceinte du stade, t'avais un établissement de danse pour enfants. Et donc, on avait, à partir des tribunes, on avait vu sur les fenêtres qui nous permettaient de voir le studio de danse. Donc, il y avait des petites qui dansaient en tutu et tout, et collant, tu vois. Donc, c'est mignon. Enfin, tu te tournes la tête, tu vois les petits, je dis, ah, c'est mignon et tout. Et puis, à un moment, je vois pas un gars. Donc, il faisait nuit. Donc, le mec discret, enfin, il essaie d'être discret. Donc, il faisait nuit, mais le mec, il monte. Donc, c'était tout en haut des tribunes. Il monte et je vois, il reste là, près des fenêtres, tu vois. Et il regarde les petites et tout. Et je me dis, mais c'est qui lui? Enfin, au début, tu penses que c'est un des darons. Et encore que même si c'est un des darons, je sais pas, chelou. Et en fait, il reste là et genre, il regarde. Et en même temps, il regarde derrière lui en mode comme ça, genre pour s'assurer que personne ne le regarde. Et puis, il continue de regarder. Et là, je dis à un de mes potes, par contre, il est chelou, le gars là-bas. On dirait il mate les petites filles, tu vois. Et donc, on le regarde avec mes potes. Et ils disent, ouais, chelou. Et du coup, ils sont partis le voir, tu vois, en mode je fais quoi là? Tu fais quoi, mon gars? Et du coup, après, il est parti, tu vois. Mais il a même pas essayé de justifier. Ouais, il a pas justifié, il a dit non, rien, machin et tout. Et il est parti, tu vois, il est vite parti. Mais en fait, je pense qu'il faisait ça depuis un certain moment parce que ça se voyait qu'il connaissait les lieux, qu'il avait l'habitude, je pense, de venir mater les gamines, tu vois. Et après, on est parti le signaler à l'accueil de l'établissement, tu vois. Pour qu'ils mettent, je sais pas, enfin, on leur a dit, mettez un truc, faites un truc, mais faut cacher, en fait. Faut mettre des vitres teintées ou quelque chose, tu vois. Mais c'était choquant. Enfin, c'était choquant sur le coup, tu te dis, non, attends, c'est pas ça, tu vois. C'est pas ça. Il est pas en train de faire ça, tu vois. Putain. Et puis au final, on se dit, dans le doute, on va le voir, tu vois. Enfin, mes potes sont partis le voir. Et le mec, il a fui direct, tu vois. Et on sentait qu'il faisait ça, je pense, tous les samedis soirs. S'il a fui direct, c'est que vraiment, il savait qu'il était dans une situation. Parce que au bout d'un moment, ils n'ont pas d'excuses. Un comportement trop chelou. Oui, voilà. En fait, quand les mecs, quand ils sont pris sur le fait, ils n'ont pas le temps d'inventer quoi que ce soit. Ils préfèrent fuir. Parce qu'en vrai, si c'était ta fille dans le truc, tu me dis, mais non, mais c'est ma fille qui est là. Voilà. Et là, il a même pas cherché à mentir. Tu vois. Il devait être dans sa transe, tu vois. Là, j'ose même pas imaginer ce qui se passait. Il était pas à l'aise, je sais pas. Ça sentait qu'il y avait un problème, en fait. Il y avait une. C'était pas juste le daron qui attend sa fille ou qui est là en mode elle danse trop bien ma fille, tu vois. Non, c'était bizarre. Non, tu sentais qu'il y avait un truc qui se passait. Il était. Et tu vois, et en plus, les petites, elles étaient vraiment, tu sais, en body. Petit body, petit tutu, petit collant et tout, tu vois. Donc non, en fait, c'est pas normal que tu sois là les matins, en fait. Tu vois. Pas normal. Non, mais j'adore la danse. Non, ça marche pas, chacal. En plus, dans la nuit, tu sais, il était là comme ça.
trop flippé. Ah ouais. Donc oui, il y a des trucs comme ça, et je pense que et ça, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a sans doute beaucoup de pédophiles comme ça qui traînent dans les lieux où tu as des enfants, en fait, et qui passent inaperçus parce qu'on dirait juste des pères de famille, machin et tout. Mais en fait, ils sont là et ils font des choses, et sauf que si tu te poses pas la question... Soraya qui nous dit, à la piscine de Lausanne, 2 mecs filmaient les enfants dans les bassins. Avec mon mari, on a bien vu qu'ils n'avaient pas d'enfants, on a prévenu les surveillants de baignade, tu vois. Ah ouais. Les mecs, ils sont là et tout, tu te dis, peut-être ils immortalisent, mais en fait, alors les mecs, ils ont pas d'enfants. Ouais. Oui. Vas-y. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Ken Pachi qui dit, quand j'étais au collège pendant 3 ans, on a eu la gendarmerie à la sortie et des mails envoyés aux parents pour prévenir de la présence de personnes mal intentionnées devant le collège à la sortie. Putain, carrément. Strike qui dit, une fois quand j'étais gamin, j'avais 10 ans et j'étais dans un parc avec d'autres potes, etc. À un moment, un vieux gars arrive et me demande les prénoms de chacun. J'ai eu la lucidité de donner des faux prénoms avant de partir. Ouais. Non mais c'est chaud. Les flics ont été appelés, ils sont intervenus, on a témoigné. Putain, ils ont été contraints d'effacer, de quitter les lieux. Bah tu m'étonnes. Oh. On a tous des histoires du genre, c'est dire l'ampleur de ce truc. Mais c'est ça en fait. Et d'ailleurs oui, tout le monde a une histoire comme ça, donc c'est que c'est partout en fait. Et d'ailleurs Strike, tu vois, parce que je voyais que tu disais un truc tout à l'heure, mais que t'as été désavoué par la majorité des cracks, et à juste titre, c'est pas une affaire de blanc. La pédophilie, la pédocriminalité, c'est dans toutes les cultures, dans tous les coins du globe, depuis la nuit des temps. Alors il y a plus de tabous dans certaines communautés que d'autres, c'est juste pour ça que t'en entends pas parler. Mais malheureusement, on est tout le temps là en train de dire l'église, machin, dans les madrasas, c'est pareil. Dans toutes les communautés, il y a des jeunes filles qui ont été mariées de force alors qu'elles étaient à peine pubères. Mais oui, donc, voilà. déjà ça, c'est de la pédophilie. Déjà ça, c'est de la pédophilie. Donc tu devrais déjà te dire, ah oui, merde. Ouais. En fait, il y a un épisode avec Dr H excellent sur le sujet. Et oui, en plus, si jamais, c'est vrai qu'on en avait parlé la dernière fois. Donc ouais, non, clairement, c'est pas une affaire de blanc, c'est une affaire de tout le monde sans exception. Alors peut-être que toi, parce qu'on est en France, t'as plus vu une espèce d'apologie de la part de certains intellectuels années 80. Ils étaient un peu post les 68 arts qui étaient là, libération de la parole, machin. C'est vrai que... Les chanteurs à l'ancienne, les chanteurs français, dans les textes de leurs chansons... Gainsbourg, machin, non, c'était une dinguerie. Quand tu regardes maintenant les paroles, avant tu faisais pas attention, mais maintenant tu te mets... Donc je pense que ça, tu vois, voilà, je pense que c'est ça qui te donne l'impression que... Mais parce que c'est juste que c'était tabou dans les autres communautés. Mais c'est tout aussi nombreux, c'est tout aussi pareil. Ouais, c'est clair. Mais oui, il y avait une génération de blancs intellectuels qui en parlaient librement, ça il faut le dire. Oui. Les Maznev, les Cohn-Bendit. Qui encourageaient d'ailleurs cela. Le Frédéric Mitterrand, machin. Qui encourageait que les enfants aient une sexualité avec assez jeune, avec des adultes et tout. C'est ça le pire. Incroyable. Mais Mani. T'as vu ma chaise, il fait, hein, même pas la tienne. Hein. Non, mais moi, c'est un truc de ouf. Moi, vraiment, à part Tariq Ramadan, j'ai vu personne se faire attaquer par ça. Non mais frère, t'es ouf toi. C'est pas... en plus, Tariq Ramadan, c'était pas des histoires de pédophilie, donc là, tu mélanges tout en fait. Mais en fait, ça puise son histoire dans toutes les civilisations depuis la nuit des temps. En vérité, on n'a même pas besoin de te sortir une affaire, quoi. Depuis toujours. Bah oui, c'est ça. C'est juste que, encore une fois, j'essaye d'aller dans ton sens. Tu as l'impression que c'est un truc de blanc, je mets des guillemets avec mes doigts, si vous m'écoutez, vous les voyez pas. Parce que on a eu une petite partie de l'intelligentsia française 68 art qui aimait trop encenser ce truc-là, c'est tout, tu vois. Mais sinon, non, c'est tout le monde. La pédophilie, c'est tout le monde. Ouais. Vous avez pas vu les projets d'éducation qui étaient sortis, je crois, il y a 2 ans, apprendre aux enfants à travers des livres que c'est ok de se toucher à plusieurs et avec des adultes en tant qu'enfant, apprendre ça à des enfants de 8 ans. Genre ça, j'ai pas vu. Ah, c'est des projets, ok, c'est pas sorti du coup. Avec des adultes. Ouais, mais sérieusement. Il y a une fille qui a balancé son père imam pédophile sur les réseaux sociaux et son frère est un grand prédicateur. Toute la communauté musulmane lui est tombée dessus, la pauvre. Mais bien sûr, ou même le prédicateur saoudien ultra connu là, qui a violé sa fille à tel point qu'elle en est morte et qui a ensuite racheté le prix du sang, comme on dit, pour qu'il soit tranquille. Je sais pas si vous vous souvenez de cette atrocité, Strike. Tu peux pas dire que, tu vois,
C'est vrai que ça, c'est des histoires, mon pote. Elle te retourne. Hein. Ça, la pédophilie, elle a ni couleur ni religion. Il y a vraiment. Elle ne baigne que dans le tabou, grand maximum. Mais vraiment, pour le coup, je te jure qu'on peut pas se permettre de dire que c'est un truc qui est propre à une communauté plus qu'une autre. Mais vraiment, c'est un prédicateur que les familles musulmanes qui ont l'habitude de regarder les chaînes arabes connaissaient très bien. Hein. C'était le Michel Drucker des prédicateurs. Hein. Donc vraiment, tu tombes de 6 étages. Quoi. C'est vraiment ce truc. Non, mais ouais, ils ont fait un truc horrible. Alors. Quoi d'autre? On enchaîne avec. Tu vois, une minute de rien. Hein, tu me disais. Ça va être un petit quoi d'autre. On en est déjà à 55 minutes. C'est vrai. Alors là, très rapidement, le département de la Charente-Maritime. Donc, je suis un peu de là-bas aussi, hein, parce qu'on avait une maison avec mes parents. Mon père habite là-bas. Et la Fondation du patrimoine ont lancé un appel aux dons pour restaurer le Fort Boyard. Apparemment, ils menacent, avec les assauts des vagues, etc., ils menacent de s'effondrer. Il a été construit en 1866. Il y a encore de l'activité, enfin les émissions. Toujours. Okay. Et pas qu'en France. Hein. Fort Boyard, ça a été vendu dans une trentaine de pays. Donc en fait, toute l'année, ça tourne du Fort Boyard. Dans d'autres pays. Ah, c'est dans le Fort Boyard. Ouais. Ok. Tous les pays, tous les pays tournent leur Fort Boyard à eux. Alors parfois il y en a qui gardent le personnage. Alors en général, tous les nains, ils sont toujours dans toutes les versions. Ah oui. Quasi. Mais t'as certaines versions où à la place du père Fouras, c'est plutôt une sorcière. De toute façon, ils parlent pas les nains en plus. Bah voilà, c'est pour ça, tu vois. Mais ils font. Ah, des fois c'est une sorcière, c'est drôle. Ouais, en fait c'est selon les. Ouais, mais une trentaine de versions. Hein. Trop drôle. T'avais fait une émission là-bas. Enfin, t'avais joué là-bas. J'ai joué dans Fort Boyard. J'ai animé le professeur Kevin. J'étais dans la vigie du père Fouras tout là-haut. C'était chiant, putain. Je me tapais les 4-5 étages à monter à chaque fois là. Ouais, j'imagine. Mais laisse tomber. J'ai joué en personnage. Tu m'expliquais justement que pour déjà juste sortir du bateau pour entrer dans le fort, c'est ultra dangereux. En fait, c'est pas que ça dangereux, ça fait flipper parce que il faut savoir que moi, je croyais qu'à cause d'un sketch des inconnus, qu'on arrivait en bateau et qu'il y avait une espèce d'escalier qui arrivait au niveau de l'eau et tu montais par là. Voilà, c'est ça. Non, en fait, c'est une plateforme pétrolière qu'ils ont fait venir du Pays-Bas. Ouais, ils ont fait venir une plateforme pétrolière, voilà, ils l'ont installée et tout. Ouais. Et en fait, il y a un bras avec une grue. Et toi, quand tu arrives avec le bateau, tu te mets sur une espèce de bouée en cercle avec des filets. Donc toi, tu poses tes pieds sur la bouée qui est en cercle, vous mettez les sacs au milieu, tu vois, et là, tu t'accroches au filet. Le filet qui est comme ça, tu vois, qui est vraiment en cône, et tu t'accroches au filet, et tu mets un harnais, et le harnais, t'as un mousqueton, et tu t'accroches au filet comme ça, et t'attends. Et là, t'as le bras qui te tire, et qui te dépose sur la plateforme. C'est limite la première épreuve en vrai. Quand t'arrives, tu dis wow, qu'est-ce qui se passe? Mais après, quand tu vois. Mais ouais, parce que moi, je croyais que c'était une blague. Quand ils disaient bon, allez, on va décoller, t'es prêt et tout, j'étais là, et je vois les mecs qui mettent un harnais, machin. Je me dis, mais attends, c'est quoi le délire? T'avais pas prévenu. C'est vraiment quand t'es arrivé que du coup t'avais. Ouais, je l'ai vu quand je suis arrivé. Et mais alors après, comme je le faisais, je suis resté une semaine là-bas. J'ai fait plusieurs émissions. Donc après, en fait, j'ai eu de la chance. C'est pour ça que j'ai préféré faire. Animer une épreuve plutôt que participer parce que au moins j'ai pu rester plus longtemps. J'ai fait 5 jours. Et par contre, moi, à un moment, j'ai flippé parce que une de mes épreuves, c'était que les participants, ils devaient jouer du piano, faire les bonnes notes dans un piano aménagé avec des baies vitrées où tu mets juste tes mains. Et il y avait voilà les insectes. Oh my goodness. No. Et là, t'as l'animalier qui vient, qui commence à verser tous les insectes. Et moi, j'étais païen. Parce que c'était des gros criquets comme as, des cafards, des vers. Et là, j'ai un criquet, il sort du truc. Et moi, j'étais païen, il était à côté de moi. Il est sorti. Criquet, ça va encore. Et encore que quand Mani nous ramène des criquets, franchement, ça ouais, non, mais ils étaient plus gros. C'est Mourad qui a peur des criquets aussi. Ouais, non, c'était des sauterelles. Ah oui, non, c'était une sauterelle. Tu te rappelles de l'épisode de la sauterelle à la maison? Non, mais c'est. Et donc horrible. Là, ça c'était relou. Après, sinon, moi j'ai eu la chance de jouer un peu avec le père Fouras. On avait des trucs. J'avais un lit que je pouvais conduire aussi. C'est les insectes et tout. Enfin, en tant que si je devais participer, mais par contre, le reste c'est génial. Tu vois. Non, les épreuves, après, moi j'avoue, ça j'aurais bien aimé, mais après, ça y est, ils ont arrêté de. Comment dire? Ils ont arrêté aussi tout ce qui est animaux, tu vois. Ouais, ça c'est. Il n'y a plus les tigres. Alors, fun fact, j'ai appris aussi que donc la nana Félindra là, qui gérait les tigres, c'est une vraie dresseuse de tigres. Bah ouais, j'espère. Et en fait, c'est son activité principale. Ouais. Elle est au Puy du Fou le reste de l'année. Et elle fait des films.
Oh, où il y a des tigres. Ah, avec des tigres, ok. C'est elle qui les dresse et tout. Notamment le film L'Odyssée de Pi, je crois. Ah, l'ancienne. Et Gladiator. Je crois qu'elle a géré aussi. D'accord, ok. Donc c'est ouf, hein. Non, elle a un vrai background. Et elle est dans le fort depuis Day One, hein, depuis 1988 ou 87. Pareil pour Perfora, il a été remplacé peut-être 2 saisons. Et c'est lui qui crée les jeux, la plupart des jeux, c'est lui qui les a créés. C'est un créateur de jeux. En fait, lui, il est pas juste dans sa tour. Non. Et c'est c'est un danseur de l'opéra. Mais c'est un jeune ou pas? Ou c'est un vrai vieux? Il a la soixantaine, mais il est pas vieux comme ça. Ouais. Ok. Et en plus, c'était trop marrant parce que. Ça aurait pu être un jeune déguisé aussi. Ouais, non, mais non, il parle. Non. Il fait une voix qui imite une voix. Oui, il fait sa voix comme ça, mais sinon, non, il parle normalement. Je me rappelle, moi, j'ai une scène comme ça où entre 2 trucs, il était là en train de fumer sa clope avec ses mains de latex et tout. Et là, il était là. Ouais, ça va, Kevin? Ouais, ça va, c'est ça. Ouais, le mec, il parle normal. Ouais, là, il nous reste. je crois qu'il nous reste 2 trucs à tourner là, puis après, on a fini. Ouais, non, c'est cool et tout. Et vraiment, ça m'a buté, tu vois. Mais genre. Tu m'étonnes. Et. T'as déjà vu sa tête et tout? En vrai? Bah, sur internet, tu l'as. Hein. Ah, ok. Bon, sur internet, tu l'as. Ouais, il s'appelle Patrick, je sais plus comment. Okay. Et c'est à lui qu'on doit aussi la création de jeux télé, enfin, d'épreuves dans des jeux télé, notamment dans Koh-Lanta. Oh. L'épreuve des poteaux, c'est lui qui l'a inventé. Ah ouais? Ouais, un game master, le mec. C'est un game master, voilà. Okay. C'est un game master. C'est son truc à côté, quoi. C'est ouf, hein. C'est lui qui a installé tous les games de Fort Boyard, du coup? Ou certains, pas tous. D'accord. Certains. D'accord. Et mais il a un vrai rôle, et Koh-Lanta aussi, pareil. Je ne soupçonnerais pas qu'il ait un rôle aussi. Mais t'imagines l'épreuve des poteaux, quand même. Il s'est inspiré des flamants roses. Pour l'épreuve des poteaux. Enfin, voilà. Malinx. Non, il pèse dans le game, en fait. Il vient de la danse contemporaine et tout. Enfin, c'est un putain d'artiste. Non, c'est ouf. Incroyable. Donc voilà, apparemment, là, c'est chaud. Une fois... Alors, la restauration... Du coup, en fait... La société de production, donc c'est d'Alex et la Roche-Joubert, comment ça s'appelle, de Banijay, ils s'engagent à contribuer. Bah, tu m'étonnes, les mecs, ils mangent tellement bien dessus. Autre fun fact. La marque Fort Boyard, elle n'est pas déposée. Ce qui fait que à l'île d'Oléron, dans les alentours, tous ceux qui vendent des produits dérivés, les jeux de cartes, les trucs, les machins, l'argent, en fait, c'est pour eux. Ah ouais? C'est ouf, quand même. Ils n'ont pas déposé le truc, quoi. Mais c'est ouf. C'est une œuvre publique. C'est ouf, hein. Parce que j'imagine l'oseille qu'ils doivent se faire. Les Américains, ils auraient verrouillé ça depuis. Mais tellement. Et aussi, ils auraient fait un truc, et je pense qu'ils auraient pu gagner. Bah tiens, s'ils ont besoin de le rénover. Ouverture au public entre les tournages, ça cartonnerait. Mais clairement. Après, ça aurait participé à la dégradation du lieu, tu vois. Non, mais bien encadré, machin, parce que ça permettrait de l'entretenir. Ça participe quand même. Oui. Parce que la dégradation du lieu, au final, c'est pas par rapport à l'intérieur, c'est par rapport aux vagues. Ils gagnent assez d'argent avec la location le fait de louer le fort. Non, mais là, s'ils font des appels aux dons, c'est que tu vois. Parce qu'en fait, le problème, c'est que. Parce qu'ils ont vu que le problème de l'édifice, c'est surtout parce qu'ils ont vu que Notre-Dame, ça a rapporté 400 millions d'euros. Mais regarde, en fait, ils précisent, c'est le changement climatique qui joue aussi beaucoup. Oui. Et en gros, en fait, c'est parce qu'il c'est dans l'eau que c'est compliqué à entretenir. C'est pas tant qu'il y a du passage, c'est surtout que. Ça doit être extra coûteux. Mais tu te rends compte, un truc en plein milieu de la mer. C'est normal. Ouais. En fait, t'as l'érosion, t'as tout à gérer, en fait. C'est un entretien non-stop. Mais les Américains, eux, ils t'auraient fait un circuit, mon pote, présenté par Olivier Mine, machin, qui serait sur un écran et tout. On fait faire le tour du fort. À la fin, tu peux acheter des goodies, un boyard. Moi, j'avais un boyard. C'est quoi un boyard? Bah, c'est l'argent qu'ils ont à la fin, là, quand le truc il tombe. Il est où? Je l'ai donné à mon daron, il s'en battait les couilles. Arrête. Je lui dis, tiens, papa, tu sais que normalement, on n'a pas le droit parce qu'on n'a pas le droit de les avoir. Hein. Moi, c'est un gars de l'équipe, il me l'a donné. Ça se fait pas. Ouais, il m'a dit. Ça se fait pas que tu le balances, quoi. Non, voilà, je le dis. Et mon père, il fait, c'est cool, merci. Et donc, il s'en foutait. Ça se trouve, il l'a perdu, ce bâtard. Mais oui, c'est comme la prison d'Alcatraz aux États-Unis, c'est ouvert au public, tu peux aller la visiter, c'est au milieu de la mer. Tu vois. Après, ça abîme pas d'aller dessus. Ça existe. Mais le fort Boyard, c'était quoi avant? C'était une prison? C'était une prison. Ouais, d'accord. Ouais. Après, oui, si, ça abîme forcément. Ça nécessite 36 millions d'euros. La prison d'Alcatraz, moi, je suis allée la visiter, t'as pas le droit de visiter toute l'enceinte. Non, bien sûr. Circuit, etc., tu vois.
Mais oui, c'est sûr que. Mais là, tu fais un truc ouvert au public et tout, machin. Tu fais un petit parcours. En plus, tu peux leur faire genre une épreuve mythique, machin. Là. Les gens, ils seraient capables de mettre 60 € pour faire le truc. T'organises des escape games et tout. Regarde, si les gens là, ils mettent 99 € pour aller à Disneyland. Bien sûr que les gens paieraient pour. Ouais. Non, mais franchement, ça leur fera un bon. En plus, et derrière. C'est bien pour la conservation, la préservation. Bien sûr. Les tournages, il y en a tout le long de l'année. Ouais, donc ça change rien. Je te dis, le problème, en fait, ce qu'il disait dans l'article, c'est les vagues. C'est les vagues qui tapent contre la pierre, c'est l'eau de la mer salée, c'est tous ces trucs-là. Donc, ça nécessite un entretien, mais ça 36 millions d'euros. Et donc, là, ils vont organiser donc, un planning de tournage pour pas gêner les travaux. Mais après, tu vois, regarde, le fait d'organiser des expéditions, entre guillemets, en bateau, des bateaux de touristes qui se rendent au fort, etc., c'est ultra polluant aussi, tu vois. Donc, il y a peut-être cette question-là, tu vois. Ils le font déjà, ça, pour le coup. Ah bon? C'est-à-dire tu prends un bateau, t'as plein d'excursions où tu fais le tour du... pour voir le fort? Ouais. Ah ouais, je savais pas. Ah ouais, ça grave, ils font ça. Et en fait, tu vois, j'ai pas lu l'article jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'une fois restauré, en 2028, le fort sera accessible au public. Arrête! D'accord. Tout ça pour ça. Le mec, il copie-colle des trucs, il dit pas jusqu'au bout. Non, mais grave. On était là en train de se prendre la tête. Non, voilà. Non, mais non, je te vais pas te laisser dire ça. Non, mais s'il vous plaît, mais c'est le patrimoine. Le texte, il nous regarde en mode non, mais les gars, arrêtez, lisez-moi. Les gars, lisez-moi. En fait, c'est. Oh, je suis vraiment un piètre journaliste. Oh là là, putain. Bon, voilà, donc l'affaire est conclue. Ouais, donc en fait, ça y est. Voilà. Oh, purée de pommes de terre. Vraiment, on est trop nuls. Les autorités égyptiennes apparemment ont réfuté l'affirmation de MrBeast selon laquelle il était autorisé à louer les pyramides de Gizeh. Parce que moi, je t'avais dit ça, je crois, cette semaine. Oui, puis j'ai vu l'actu. Et en fait, pendant un podcast avec l'athlète olympique Noah Lyles, le youtubeur a affirmé avoir loué les sites antiques pour un tournage de vidéo. Nous avons loué les 3 pyramides d'Égypte pour 100 heures, avait-il déclaré. Et le ministère égyptien du tourisme et des antiquités s'est toutefois empressé de démentir ces affirmations dans un message publié sur Facebook. L'organisme a déclaré que ces affirmations étaient fausses et qu'il n'avait pas été autorisé à louer les pyramides. Au contraire, il était autorisé à filmer en dehors des heures de travail et aucun des espaces historiques n'a été fermé au public. Bah alors, mais pourquoi il dit ça, l'autre? Mais MrBeast, il me fait peur, moi. J'ai un pote, il m'a dit, tu penses pas qu'il va se suicider un jour? Arrête. Non, mais parce que en fait, il est dans la démesure de vouloir surprendre ses viewers et qu'en fait, on sait plus où va s'arrêter. Là, déjà, le truc sur Prime, 1000 participants, j'ai jamais vu ça. Déjà, tu t'en suis 50 dans le lot parce que 1000 participants. Et lui, en fait, je sais. Ouais, j'ai regardé un peu le début vite fait. Moi, j'ai envie de voir aussi. Si tu franchement, ouais. Et en fait, ça m'interroge. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que. Oui, qu'il a toujours besoin de s'alimenter. J'ai pas l'impression qu'il est heureux. J'ai pas l'impression qu'il kiffe. C'est digne d'un épisode de Black Mirror. En gros, le mec, il est jamais assez satisfait. Il peut pas se contenter de ce qu'il a réussi à faire et il veut toujours faire plus pour ses viewers parce qu'il veut toujours plus les impressionner. C'est ça il est dans la démesure. J'ai pas l'impression qu'il est heureux. Quand il sourit, il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat, je suis grave d'accord, son sourire est chelou aussi. C'est vrai. Il sourit comment? Ok, right. Tu sais, je sais pas, tu vois. Genre Squeezie ou Mr V, quand tu les vois faire des trucs et tout, quand ils se marrent, t'as vraiment l'impression qu'ils se marrent. McFly et Carlito, une fois sur deux, t'as l'impression qu'ils forcent. Mais là, lui, on dirait que c'est genre... Il y a un gros drama autour de MrBeast? Ah ouais, dis-nous en plus. C'est quoi? Il y avait des sauces de trucs de caca un peu qu'il avait dit à l'époque, nigga machin, je sais plus, des trucs comme ça, non? Il y en a des tas, ouais. Regarde la moitié du haut de son visage quand il sourit. Ouais. Ses yeux, ils restent figés et tout. Ouais, je sais pas. Donc ouais, non, franchement, je sais pas. Je suis pas fan de... J'ai l'impression qu'il est pas content de ce qu'il fait. Il ne vit que pour le travail. Ça, c'était Amixem qui l'expliquait dans sa vidéo parce qu'il avait été invité par MrBeast dans la vidéo avec tous les influenceurs, avec tous les créateurs de contenu. Et il disait que le mec, il a son studio. En fait, il dort dans son studio. Là, il a ses hangars où il crée ses trucs. Et entre deux réunions, il va filmer un truc et machin. En fait, il vit pour le taf. Mais il disait, on a l'impression on sait pas c'est quoi ses hobbies, quoi, tu vois. On sait pas c'est quoi ses passions. Et il est... Ah, enfin. Mais non, mais il fait juste ses ongles. Bah oui, mais moi aussi. Il m'embête pas.
Bah, non, mais je suis content. Habituellement, il le fait strictement que sur mon siège. Ouais, mais toi, il te touche aussi quand il fait ça. Non. Ah, bon, alors, ça va. Non, mais c'est juste que dans le lot, parfois, il y a une petite qui peut t'attraper, quoi, tu vois. Ça. Ouais. moi, tu vois, je prends plus de place que toi sur les. Il fait pas ça pour t'embêter, quoi. Oui. Donc, ouais, MrBeast, affaire à suivre si tu veux, là, pendant qu'on mange. Je te hâte de manger, là. Je t'avoue, là, on va pas tarder. Ouais. Bah, j'ai. Ouais. Oh, merci, c'est gentil. Un bon petit riz, là. Avec de l'aromagie, là. Bah non, il y a déjà la sauce avec le bœuf et tout. Ah, il y a la sauce. Ok, super. Avec ses ongles. J'ai dit ses ongles? Merde. Déjà, il y a une de ses potes qui s'affichait dans des vidéos qui discutait avec des mineurs des allégations de maltraitance des employés. Machin. Ok, d'accord, on verra. On va faire à suivre. Pour finir, quoi d'autre? Ah non, c'est Gaël qui a dit ses ongles. T'as dit les ongles manie et pas... Ah, j'ai dit ça? Je peux faire attention. Ah ouais, c'est la fatigue. Pour finir, ce quoi d'autre pour être dans la pop culture, il y a un truc, et d'ailleurs je vous poserai la question à toi Gaël et sur le chat. Oui. Une question en rapport avec ce truc. Il y a un basketteur de NBA qui s'appelle Damian Lillard, qui a 32 ou 34 ans, je sais plus, qui a signé un contrat à vie avec Adidas. À vie. Donc, c'est-à-dire qu'à vie, il sera égérie Adidas et tout et tout. Très bien. Je voulais vous faire un quiz pour savoir si vous saviez avec qui d'autre a signé un contrat à vie. Avec Adidas? Non, ou avec une marque. Avec une marque. Michael Jordan? Michael Jordan, bon. Avec Nike? Avec Nike, ouais. Stephen Curry. Stephen Curry? Ouais. Tu me le dis ou ouais, je te demande. Avec qui il a signé lui, parce que lui, ouais. Avec qui est-ce qu'il a signé un contrat à vie? Non. Si. Alors attends, avec qui du coup? Adidas? Non. Nike? Non. Rien à voir. Puma? Non. Je sais pas. Under Armour. Ah ouais? Ouais. Ah bon? Ouais. Pourtant, ils sont pas très NBA, eux, de base. Ouais. Enfin, basketball, quoi, depuis quelques années. Ok, très bien. Kevin Durant, contrat à vie. Voici. Avec qui? Kevin Durant. Non. Non. En fait, Adidas, c'est le premier contrat à vie qu'ils ont fait? Non. Ils en ont fait d'autres. Bah, je vois pas. Ça peut être tout n'importe quoi. Non, c'est pareil, c'est un basketteur. Non, c'est facile là pour le coup. Nike? Oui. Ah bon? Ok. Kevin Durant, il a un contrat à vie avec Nike aussi. Très bien. LeBron James. Je sais pas. Nike. Ok. Contrat à vie. Zinedine Zidane. Oh. Adidas. Ouais. David Beckham. Je sais pas, une marque anglaise? Non, même pas. Même pas. Nike. Non. Adidas? Ouais. Ah ouais, ok. Cristiano Ronaldo, évidemment. Contrat à vie lui aussi. Nike? Ouais. Et Messi, contrat à vie avec... Adidas. Ouais, comme ça fait les antagonistes. Ouais. Et le dernier... C'est qui? Roger Federer, le tennisman. C'est Adidas ou Nike aussi? Non. Roger Federer avec Ferrari. Non, mais c'est bien que tu sois sorti du cadre du textile. Je peux trouver ou pas? Donne-moi un indice. Non, pas Uniqlo. On m'a dit Uniqlo. Un indice? Un indice, c'est pas du textile. Ok. Donc, pose-moi des questions. J'avais déjà cet indice du coup. Parce que dans le chat, il y a quelqu'un qui a trouvé. C'est quoi alors? Non, mais l'indice. Un indice, il est suisse. Le chocolat? Non. La marque est suisse. Les montres? Les couteaux suisses? Les montres? Les montres? Ouais. C'est quoi? Swatch? Je sais plus comment ça non. Un peu plus haut. Un peu plus haut de gamme. Flic Flag. Casio, G-Shock. Je connais pas les marques suisses. Genre la best of the best, que genre les nouveaux riches, dès qu'ils ont de l'oseille, ils font quoi? Ils achètent quoi? Une Rolex? Oui. Ah, c'est suisse Rolex, je savais pas. Okay. C'est simple, toutes les marques de montres sont suisses. Ah, ok. Rolex, Audemars Piguet, Jaeger. Rolex, en fait, voilà, je sentais que c'était une marque comme ça parce que je crois que Rolex, ils sont partenaires de Roland Garros. Oui, ils sont souvent partenaires. Et ben, il a un contrat à vie avec Rolex. Ah ouais. Rolex. C'est un truc de ouf, hein. Des bars. Indice Sarkozy. Putain, ouais, j'avoue, j'aurais dû dire ça. Ouais.
Est-ce que tu te rappelles de sa phrase? Oui. Non. Il avait dit... Mais non, c'était pas la sienne en plus, sa phrase, c'était celle d'un publiciste qui bossait avec lui là. Parce que Sarkozy, oui, non, il avait une Rolex, tu vois, il affichait souvent sa Rolex. Et il y a merde, comment il s'appelle? Un publiciste là, qui est le patron d'Havas ou de Publicis à l'époque, qui avait dit, en parlant du fait qu'on critiquait, qu'il montrait sa Rolex, il disait si à 50 ans t'as pas eu de Rolex, c'est que t'as raté ta vie. Il a dit ça? Ouais. Sarko? Seguela, Jacques Seguela. Non, c'est à 40 ans? Non, c'était... Ah ouais, il a mis plus bas, merde. Putain, il me reste 3 ans là. Raté ta vie. C'est grave. Si, attends, Seguela, Rolex, c'est 50 ou... Non, c'est 50 ans, c'est pas 40 ans. Ça va, il reste du temps. Je vais en acheter une qui marche plus sur le bon coin. Comme ça, moi, j'aurais pas raté ma vie. J'avais un prof dans prépa qui avait une Rolex et il la mettait même si elle était cassée. Bah ouais, parce que... Même cassé, une montre donne l'heure 2 fois par jour. C'est qui déjà qui avait dit ça? C'est Jean-Michel Rolex. Non, je sais plus qui a dit ça. Je l'ai entendu récemment, cette phrase. Ah, Hamza. Ah oui? Ouais. Ok. Mais il avait dû dire, je pense, non. Ah non, c'est juste Hamza qui l'a dit. Ouais, oui, c'est... vrai, je sais. Normalement, c'est avec l'horloge, la phrase. Même une horloge en panne donne l'heure juste 2 fois par jour. Ouais. Bah oui, c'est vrai. Et ben voilà, c'était tout pour ce quoi d'autre. C'était un plaisir en tout cas de pouvoir parler, de refaire un peu le monde de l'actualité, pop culture. Franchement, c'était sympatoche. Tu vois, comme mine de rien, on avait des trucs à recommander. Hein. Ouais. Et ouais. Franchement, ça prend son petit temps. Ça prend son petit temps. On a pu parler de plein de choses, donc on espère que vous avez apprécié. Exactement. Alors, la semaine prochaine, c'est Noël. C'est Noël. Mais c'est aussi Noël, la fin d'année. C'est ton anniversaire. Non. Oui. Non. Demain, c'est son anniversaire. Rien à voir. Qui n'arrive pas du tout à se caler sur le... oui, c'est Noël, c'est un peu l'anniversaire, c'est les 25 ans. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, on va avoir un CKR avec Dr H. Nous, normalement, le dimanche prochain, on pourra faire notre quoi d'autre. Si on dit s'il en a regardé des trucs. Dimanche prochain, on tombe sur quelle date? Le 29, je crois. Ouais, bah let's go. Ok. Carrément. Et je vais avoir 23 ans exactement. Et putain, oui. comment tu sais? Incroyable. Et donc, en tout cas, c'est un plaisir de pouvoir... Donc voilà, il n'y aura pas 2 CKR. C'est la première fois de notre live. Il n'y aura pas 2 CKR, voilà. Mais il y aura un autre programme. Peut-être. Je dis bien peut-être parce qu'on a tellement traversé de merde, je vous ai raconté à J+, la dernière fois et tout, que j'ai plus envie de vendre la peau de l'ours. Mais voilà, donc ça complétera. Et je vous dis à très vite. Envoyez-nous vos suggestions de séries, de films, spectacles, documentaires, tout. Et on se retrouve la semaine pro. On vous fait des bisous. Ciao, ciao. Bisous, ciao. Ciao, ciao à tous. Et on vous laisse avec le générique.